Nous allons prendre une première question. Merci. Nous allons prendre une première question d'un journaliste depuis la salle. Bonjour Monsieur le Président, je suis Christian Loussakweno, Top Congo FM depuis Kinshasa. Alors d'abord, je suis étonné de vous voir tenir ce discours ici à Paris et non pas à Ouagadougou, Dakar ou Kinshasa. Est-ce que la France a peur de parler aux Africains à partir du continent? Ça, c'est une petite question, mais la grosse question est la suivante. La France défend ses valeurs. Elle a notamment parlé de démocratie, de liberté. La France a souvent condamné l'intangibilité ou la violation de l'intangibilité des frontières, tel que c'est le cas actuellement. Rapports ONU et internationaux indépendants pour le Rwanda en République démocratique du Congo. Le président Félix Tshisekedi, ce matin à Genève, devant les droits de l'homme, a demandé des sanctions. Qu'attend la France pour passer, après avoir été en retard sur les autres pour condamner, qu'attend la France pour passer aux sanctions, comme elle le fait avec la communauté internationale pour la Russie présente en Ukraine. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Merci à vous. Pour ce qui est de votre première question, j'ai essayé d'y répondre dans mon propos introductif. Je souhaitais ici, aussi compte tenu de l'importance de cette politique pour la France, le faire depuis Paris aussi, parce que je considère qu'on ne doit pas simplement parler de l'Afrique, de ce qu'on y conduit quand on est en déplacement en Afrique, mais le faire en salle des fêtes à l'Élysée donne une solennité toute particulière et montre combien ce que nous conduisons est important pour notre pays. La deuxième chose, c'est que c'est un peu une discussion, plusieurs sont là de ce sport, d'avant-match. Nous allons nous déplacer sur le terrain, c'est une bonne chose de mobiliser tout le monde et de partager les mêmes objectifs. Troisième élément, j'étais il y a quelques mois au Cameroun et ailleurs, j'ai discuté encore avec la jeunesse africaine et je continuerai de le faire. Donc rassurez-vous, ça ne va pas s'arrêter. Mais je pense que ce cadre était approprié au moment où nous nous parlons. Pour ce qui est ensuite du Rwanda, d'abord il faut nommer les choses. Enfin, du Rwanda et de la RDC et des questions que vous avez évoquées. Je disais il faut nommer les choses. Nous assistons dans l'est du Congo à une régression inacceptable. L'offensive en cours de la milice M23, sous sanction du Conseil de sécurité, est une guerre qui nous ramène 10 ans en arrière. Elle a des conséquences terribles pour les populations, et je pense en particulier aux centaines de milliers de personnes déplacées à qui tout manque. Et la capitale de la région, Goma, est menacée. La première urgence est humanitaire, et nous y travaillons avec nos partenaires européens. Et j'ai eu à plusieurs reprises et le président Tshisekedi et le président Kagame sur ce sujet. Je voudrais ensuite rappeler deux principes fondamentaux. L'unité, la souveraineté, l'intégrité territoriale du Congo ne se discutent pas. C'est notre position constante et cette position n'a pas changé. Deuxièmement, il n'y a pas de deux poids, deux mesures. La guerre dans l'est de la RDC ne doit pas être une guerre oubliée et c'est pourquoi j'ai passé autant de temps à parler avec chacun des acteurs et surtout que notre politique est de soutenir sans relâche le cadre des discussions que le Kenya et l'Angola ont mis en place. Et j'ai pu d'ailleurs aussi échanger avec les deux présidents pour soutenir les médiations régionales qui se sont déployées. Nous avons d'ailleurs soutenu le déploiement des troupes kenyanes dès qu'elles ont pu s'installer. Nous en avons été, je dirais, à l'initiative diplomatique. Et j'ai encore parlé ces derniers jours au président pour unifier les différents processus de médiation régionale. Je reste convaincu que la réponse doit être collective et c'est précisément le sens des entretiens que j'aurai aussi avec mes homologues avant de venir à Kinshasa. Merci. Nous allons prendre une question en visioconférence. Bonjour, Sophie Yégué, je suis journaliste à Libreville pour une télévision locale TV+. Et je me demandais, comprenez-vous qu'à quelques mois de l'élection présidentielle ici au Gabon, avec un sentiment anti-France qui naît qui se propage en Afrique de l'Ouest et qui naît de plus en plus ici, que votre venue puisse susciter des réactions? Alors, je comprendrais si je venais faire un déplacement électoral à finalité strictement bilatérale ou politique.
Mais nous irons précisément à Libreville pour faire ce en quoi je crois, c'est-à-dire une grande initiative internationale essentielle en matière de biodiversité. Le ministre à mes côtés, très cohérente avec ce que nous avons défendu dans les COP successives, y compris à Montréal, et de le faire dans un pays qui est concerné et que nous mettons en situation de leadership. Regardez ces dernières décennies, on a pris beaucoup de décisions pour les forêts, on les a prises dans beaucoup de capitales du Nord. Alors on peut continuer de décider, de Montréal à Paris, l'avenir des forêts primaires qui se situent en Asie du Sud-Est, dans le bassin du fleuve Congo ou en Amazonie. Moi, je trouve que c'est mieux de le faire avec les pays concernés et chez eux. Et donc le sommet de Libreville, puisque c'est ce pourquoi je viens parmi vous avec notre délégation dans quelques jours, est un sommet essentiel sur les forêts pour lutter contre les déforestations, les dégradations, la perte de biodiversité, parce que la pression sur les forêts tropicales s'accroît. Et donc, fort de ce constat, de l'agenda international que nous avons bâti, nous avons choisi le Gabon. Donc, en organisant à Libreville ce sommet, nous avons souhaité valoriser la richesse des forêts africaines, encore trop méconnues du grand public, et associer d'ailleurs les autres pays du bassin du Congo qui jouent un rôle essentiel. C'est le premier poumon de la planète. Le bassin du Congo est celui qui séquestre le plus de carbone devant l'Amazonie. C'est aussi un réservoir de vie qui s'étend sur plus de 240 millions d'hectares et qui contient des trésors inestimables de biodiversité. Et ça, il faut le dire, l'assumer, en être fier. Et ce que nous souhaitons faire, c'est créer aussi un modèle qui soit adapté à l'Afrique et qui ne vienne pas se plaquer sur le continent africain. Et donc l'objectif est à cet égard de rassembler ceux qui développent des solutions et les soutenir, avec des scientifiques, des entrepreneurs, des associations, des chercheurs, pour justement avancer. Le Gabon, par exemple, est un pays qui a su développer une politique de gestion forestière efficace en interdisant l'exportation de bois brut en 2010 et en favorisant une économie qui transforme localement, de manière durable et qui rémunère mieux sa population. Et donc l'objectif pour moi de ce sommet, c'est pourquoi j'assume pleinement de le faire maintenant, comme on en a pris l'engagement à Sharm el-Sheikh, c'est d'abord de mettre en place nos objectifs des différentes COP et surtout de réussir à valoriser le capital naturel dont ces économies disposent à profusion. Et c'est un des grands paradoxes. On sait rémunérer les reforestations dans nos modèles nationaux ou internationaux. On rémunère très mal le fait de protéger ce qu'on a. Et donc ces réservoirs de biodiversité. Et donc c'est ce que nous allons mettre en place, ce sera l'un des grands axes de ce sommet, fixer les paramètres d'un accord juste entre les pays forestiers et le reste de la communauté internationale, avec entre autres l'initiative Partenariat pour la conservation positive, qui se résume assez simplement. C'est un contrat entre un pays forestier qui s'engage à protéger sa nature, et notamment les réserves les plus vitales de carbone et de biodiversité, en échange d'un soutien plus important de la communauté internationale. Et donc c'est tout ça que nous allons faire, et c'est pour ça que je me rends présent dans votre pays, et que je serai à Libreville, et c'est le cœur de cet agenda. Et donc, on avance, on travaille ensemble, je ne viens pas faire un déplacement électoraliste, et d'ailleurs on parle à tout le monde, y compris aux opposants, et on continuera de le faire. De la même manière, j'irai ensuite en Angola sur un sujet d'intérêt commun, la sécurité alimentaire, pour pousser l'agenda Farm que nous avons lancé dès le début de la guerre en Ukraine. On est le premier partenaire de formation agricole de l'Angola, et donc c'est un partenariat de production qu'on va lancer et déployer. Nous irons ensuite Congo-Brazzaville pour honorer la mémoire d'un lieu de renaissance de notre politique avec l'Afrique, et là aussi essayer de défendre ce nouveau cap que je viens de déployer ici et d'expliquer. Et puis nous nous rendrons en RDC pour parler là aussi des grands sujets d'intérêt commun, santé, partenariat économique sur des sujets comme infrastructure, tech, mais aussi les mines, la culture et la défense, parce que nous sommes le premier partenaire de formation militaire de la RDC. Voilà. Merci. Une nouvelle question depuis Paris. Monsieur le Président, Valérie Leroux de l'agence France Presse, vous avez évoqué la réorganisation du dispositif militaire français en Afrique. Vous avez parlé d'une présence qui sera moins visible. Pouvez-vous nous en dire un petit peu plus sur ce que vous entendez par une présence moins visible? Est-ce que les effectifs vont être concrètement réduits? Est-ce que vous allez fermer des bases? Est-ce que vous allez procéder à des transferts de
force d'un pays à un autre. Et puis également je voudrais vous demander également quelle est votre évaluation du groupe Wagner en Afrique. Est-ce qu'on peut craindre qu'il déborde vers d'autres pays que le Mali et la Centrafrique, ou le fait qu'il soit déjà très occupé en Ukraine limite à court terme ce risque? Alors, la réorganisation que j'évoquais tout à l'heure n'a pas vocation à être un retrait ou un désengagement. Mais elle se traduira en effet par, si je puis m'exprimer ainsi, une africanisation ou mutualisation de ces grandes bases. Là où vous avez des bases avec un dispositif posé, parfois des centaines, voire des milliers de militaires français, vous aurez une réduction du nombre de nos militaires qui s'accompagneront d'une montée en charge de leurs partenaires africains en fonction des besoins qui seront définis et précisés dans le cadre des travaux que le ministre aura à conduire avec le SEMA dans les prochaines semaines. Et donc ces bases ne seront pas fermées, mais elles seront transformées. Elles deviendront pour les unes des académies, pour les autres des bases mais partenariales. Elles seront pour certaines rebaptisées. Elles vont changer de physionomie, de logique, d'empreinte. Et c'est ça qui est très important. Pourquoi ? Parce que les bases telles qu'elles sont aujourd'hui sont un héritage du passé. Et elles sont, il faut être lucide, un prétexte pour beaucoup d'opposants de la France et parfois un prétexte pour ne pas régler les problèmes politiques sur le terrain. Quand il y a une base avec beaucoup trop de militaires, on se dit il y a là une assurance vie, ce n'est pas la peine de traiter politiquement un problème qu'on a. La France n'est pas une assurance vie au règlement des problèmes politiques des différents pays. Je le dis très clairement. Et le rôle de la France n'est pas de régler toutes les situations en Afrique. Je le dis tout aussi clairement et humblement. Et à côté de ça, nous devons donc avoir une visibilité qui n'est pas la même. Parce qu'on l'a bien vu ces derniers mois et ces dernières années. Si c'est le cas, très vite, avec beaucoup de propagande aussi, les gens se retournent et disent « notre problème est là, c'est eux, ils sont en train de soutenir un coup d'État ou ils soutiennent le pouvoir en place ». Et donc on a besoin que nos partenaires africains expriment leurs besoins, sécuritaires et militaires, l'assument, nous le décrivent, que nous soyons au rendez-vous de ce qu'on doit faire, c'est pourquoi on restera, mais avec une empreinte réduite en propre, mais nous allons plus former, plus équiper et mieux accompagner parce que ce sera sur la base d'une demande exprimée. Et donc ces bases ne seront pas fermées. Pour ce qui est des principales bases, il peut y avoir des réajustements après des dispositifs en fonction du dialogue que nous aurons avec les uns les autres et des besoins, mais elles seront réaménagées et elles deviendront académies, bases conjointes, etc. Pour ce qui est de Wagner, c'est un groupe de mercenaires criminels, c'est ainsi qu'il est objectivement qualifié, qui est l'assurance vie des régimes défaillants ou des putschistes, dont le rôle et la finalité est de protéger les régimes défaillants ou les putschistes, et au fond de n'apporter qu'une réponse sécuritaire à ces personnes, et d'avoir des comportements de prédation sur les mines, les ressources premières, voire de violence sur les populations, viol et autres. Tout ce que je dis là a été qualifié par des rapports successifs des Nations Unies et d'ONG. C'est ça le groupe Wagner. Donc, évidemment, c'est une philosophie qui est aux antipodes de ce que nous défendons et nous portons. Et je considère pour ma part que le rôle qui doit être le nôtre, c'est d'apporter une solution crédible, conformément à l'agenda que j'évoquais tout à l'heure. Et ma conviction, c'est que les différents États africains, y compris ceux qui se sont tournés vers cette solution de court terme, finiront par s'en passer. Parce qu'elles ne sèment que le malheur là où elles se déploient. Merci. Nous allons prendre une nouvelle question en visioconférence. Bonjour Monsieur le Président, Simon Le Baron pour France Inter. Vous avez commencé votre propos en disant que la compétition aujourd'hui sur le continent africain était anachronique, que c'était un vestige du passé, tout en donnant dans votre discours, d'une certaine manière, le sentiment de vouloir participer à cette compétition. Vous dites qu'il faut assumer de dire que la France a des intérêts sur le continent africain. Vous exhortez les chefs d'entreprise à aller se battre pour obtenir des marchés, etc. Est-ce que finalement, votre
positionnement aujourd'hui d'humilité affichée n'est pas une position pragmatique de dire, compte tenu du sentiment anti-français qui monte et qu'a évoqué notre consoeur gabonaise il y a quelques instants, et compte tenu de la place qu'ont prise des pays comme la Chine ou la Russie dans cette région du monde, est-ce que ce n'est pas un positionnement pragmatique de dire la France n'est plus en mesure aujourd'hui d'avoir une place de choix dans cette compétition? Alors, pour qu'il n'y ait pas de malentendu, la compétition à laquelle je ne veux pas participer, c'est celle de la logique de puissance et de déploiement militaire. C'est celle-là que j'évoquais au début de mon propos. Celle qui consiste au fond à faire de l'Afrique un précaré, où dès qu'il y a un problème, on le militarise, et au fond, être présent, c'est déployer son armée et s'ingérer. J'assume totalement de défendre nos intérêts et de participer à l'offre éducative, agricole, etc., et d'être dans la compétition économique. Celle-ci est bonne, elle est pacifique. Elle propose des opportunités économiques et offre de l'avenir aux jeunesses africaines. Ce n'est pas la même. Donc il y a une cohérence dans ce discours, et je pense que c'est d'ailleurs le fait même de toutes les puissances. Ce faisant, c'est totalement pragmatique, vous avez raison. Mais, parce que j'essaie d'être lucide, il y a une déception à l'égard de la France. Et il y a une déception parce qu'on a peut-être trop laissé croire que c'était nous tout seuls qui allions régler en totalité la question du terrorisme sur le continent africain. Je m'honore du fait que dès 2013, nous ayons joué un rôle qu'aucun autre pays non africain n'a jamais joué. Aucun autre. C'est notre fierté, et c'est pourquoi je me mettrai toujours en colère et m'indignerai devant les dirigeants, les journalistes, les opinions publiques qui attaquent la France sur ce sujet. Parce que nos enfants sont morts en Afrique pour lutter contre le terrorisme là-bas. Mais ce n'était pas la France toute seule qui pouvait lutter seule contre le terrorisme sur le continent africain. Et donc là, il y a eu une déception. Mais parce qu'il y a une forme de malentendu. Si les gouvernements africains ne jouent pas leur rôle, si en quelque sorte ils transfèrent tout à la présence militaire française, on n'y arrivera jamais. Et on a en effet trop laissé s'installer l'idée que la France était responsable de tout. Et donc quand il y a une déception, assez logiquement, les gens viennent vers nous en disant « c'est votre faute ». Non, ce n'est pas notre faute parce que ce n'est pas chez nous. Et c'est une réalité. Et donc cette humilité, c'est en effet du pragmatisme, et c'est juste remettre les choses au bon niveau. On a une responsabilité, parfois on accepte à la demande d'États souverains de s'engager parce qu'on considère que c'est notre intérêt et notre devoir, ce qu'on a fait en 2013 puisqu'on a continué, mais on n'est pas responsable de tout. Et cette logique est une logique impossible. Et donc cette déception, elle se nourrit de cela. Et j'assume totalement un pragmatisme qui est aussi un discours de vérité sur ce que peut faire la France. Mais ni la Chine ni la Russie n'ont été faire ce qu'on a fait. Elles n'ont jamais fait croire qu'elles pouvaient tout régler, ni n'ont fait croire qu'elles allaient régler le terrorisme. Je pense que certains font des promesses impossibles en matière de financement, qui vont se traduire par des catastrophes. On essaie de les prévenir. D'autres font des promesses impossibles, mais même pas au peuple, à des juntes militaires au pouvoir pour les protéger. Après, il y a eu de la manipulation derrière, où plusieurs des grandes puissances ont utilisé ce contexte pour abîmer l'image de la France. Et donc il faut y répondre en agissant, de manière très concrète, en effet très pragmatique, en luttant contre les contre-vérités, pied à pied, et en étant clair sur les objectifs qu'on poursuit et ce qu'on fait. Je crois qu'on a une autre question, Bonjour. toujours en visioconférence. Bonjour, Ousmane Diaye de TV5 Monde. Monsieur le Président de la République, vous avez parlé du discours de Ouaga qui a abouti à un processus de réforme du franc CFA. Vous proposez même aujourd'hui de changer le nom, d'aller plus loin. Par contre, le franc CFA d'Afrique centrale n'a pas été réformé. Pensez-vous ou souhaitez-vous un processus de réforme de même nature que le franc CFA en Afrique de l'Ouest? Et si je peux me permettre une petite question, c'est votre deuxième visite en Afrique centrale après le Cameroun. Est-ce à dire que l'Afrique centrale est la priorité de votre second mandat sur la politique africaine? Merci. Alors, pour votre deuxième question, c'est une région qui traverse des crises difficiles, et je pense qu'il ne faut pas les écarter, qui est face à des défis, biodiversité, climat, qui a des vraies crises sécuritaires, on l'évoquait, qui est en même temps une source d'opportunités extraordinaires, et sur laquelle je m'étais moins rendu durant mon premier mandat, donc j'assume en effet cet accent tonique, si je puis dire. Après, j'ai souhaité me déplacer à travers tout le continent, et y compris d'aller dans des pays, même si ça peut paraître surprenant, où aucun président de la République française n'avait foulé le sol. Le Kenya, par exemple, imaginez.
Et donc je continuerai à aller partout en Afrique, mais j'assume en effet ce point. Sur la monnaie régionale, moi je suis totalement disponible et disposé à faire les mêmes avancées. Mais ça doit être l'initiative, la demande des acteurs, des autorités monétaires et des gouvernements de la région. Et évidemment, ça doit avoir un objectif qui est de renforcer l'autonomie et de maintenir la stabilité. C'est à eux de l'apprécier, de faire des propositions, mais moi j'ai toujours été au rendez-vous, en tout cas, de la disponibilité pour ce faire. C'est ce qui avait conduit à cette réforme du franc CFA que j'avais menée lors de mon voyage en Côte d'Ivoire et qui nous avait permis de conduire à ces évolutions. Mais il y a encore beaucoup à faire, comme je le disais, puisque derrière, il faut se saisir maintenant de cette ouverture, parce que le sujet est dépassionné, ce qui était identifié comme des points bloquants, et beaucoup de pays de la région peuvent s'en saisir. Donc oui, pour le faire dans la région, c'est à la main, si je puis dire, des États et des autorités monétaires et financières. Merci. Merci. Nous allons prendre une question d'une dame pour la délégation. Monsieur le Président, vous allez entamer une étape à Brazzaville dédiée à la mémoire et à la culture. Je voudrais savoir si la question du collier du roi Makoko fera partie de vos échanges avec le président Denis Sassou Nguesso. C'était Carmen Févillier d'Actualité d'Afrique centrale. Merci beaucoup. Elle peut tout à fait en faire partie. Là, je dirais aussi, c'est à sa main. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ça fait partie des sujets sur lesquels, là aussi, nous avons démontré notre ouverture. Et au-delà des approches au cas par cas, où on souhaite structurer maintenant une politique d'ensemble. Donc, en tout cas, moi, je suis prêt à en parler. Monsieur. Monsieur le Président, Chaouki Amin Abdelmalek à l'Arabie TV Qatar, un partenariat militaire, ça se traduit comment concrètement? Vous avez des bases militaires, celle de Djibouti qui est la plus ancienne dans la région. Est-ce qu'on va abandonner ce type de stratégie qui défendrait, je dirais, les intérêts militaires de la France? Mais comment? C'est-à-dire, quelle est la stratégie à adopter effectivement pour souder et sceller des nouveaux partenariats avec l'Afrique? Et deuxième question, par rapport au Maroc, les relations sont tendues, voire compliquées en ce moment. Votre visite qui a été programmée normalement le mois d'avril prochain, on a appris que peut-être elle est annulée. Avec le voisin algérien, les relations ne sont pas meilleures, malgré les améliorations récentes. Ça va très mal. Merci. Merci de cette petite note d'espoir. Écoutez, d'abord, ça me permet de préciser que Djibouti n'est pas dans le cadre des opérations que j'évoquais, compte tenu de la spécificité de cette base et du fait qu'elle est aussi plutôt là dans le cadre de notre stratégie Indo-Pacifique et pas d'une stratégie, si je puis dire, africaine. Pour les autres, de manière très concrète, ça veut dire que les bases que nous avons, par exemple en Côte d'Ivoire, au Sénégal, où vous avez plusieurs centaines de militaires, voire des milliers, eh bien, on va avoir une approche pour se dire qu'est-ce qu'on veut faire, de quoi avez-vous besoin? Et en fonction de ça, former davantage ou associer davantage de militaires ivoiriens là, sénégalais là, développer des bases à vocation régionale qu'on va peut-être positionner, et nous réduire notre emprise pour qu'il y ait une réponse aux besoins, mais comme je le disais, renforcer la formation et avoir plus de militaires du pays, voire créer des hubs régionaux, si c'est le souhait de ces pays, d'associer des partenaires dans la région. Je prends un exemple très simple. Pour lutter contre l'extension du terrorisme dans le golfe de Guinée et la sous-région, il y a une initiative dite initiative d'Accra, qui est une très bonne chose. Si on veut la structurer, il faut que ces pays de la région travaillent mieux ensemble, qu'ils développent des cultures communes, militaires. On peut tout à fait imaginer que nos bases y contribuent en permettant, qui au Sénégal, qui en Côte d'Ivoire ou ailleurs, de proposer aux partenaires de cette initiative d'Accra à plusieurs pays de venir y former ou y entraîner des militaires. Ce sera à eux de nous dire. Je donne un exemple là. La base du partenariat, c'est que la demande doit venir des pays africains. Vous me posez ensuite une question sur le Maroc et l'Algérie. Un de nos grands écrivains qui a beaucoup écrit plutôt sur l'Algérie que sur le Maroc, a beaucoup écrit sur Sisyphe. J'aime à citer qu'il faut imaginer Sisyphe heureux. C'est le rôle d'un président français quand il s'agit de la région.
Écoutez, moi j'essaie de réengager avec le plus de sincérité possible les choses et de la même manière. C'est-à-dire de manière pragmatique, avec les sociétés civiles, dans un dialogue des deux rives, en actant que la France est sans doute le pays du monde où il y a le plus de diaspora maghrébine. Et d'ailleurs, si le Maghreb est une réalité géopolitique aujourd'hui, c'est sans doute en France qu'elle se précipite, beaucoup plus que dans la région quand je vois les relations des uns avec les autres. Alors ensuite, moi, ma volonté est vraiment d'avancer avec le Maroc. Sa Majesté le Roi le sait, nous avons eu plusieurs discussions. Les relations personnelles sont amicales, elles le demeureront. Il y a après toujours des gens qui essaient de monter en épingle des péripéties. Les scandales au Parlement européen, les sujets d'écoute qui ont été révélés par la presse. Est-ce que c'est le fait du gouvernement de la France? Non. Est-ce que la France a jeté de l'huile sur le feu? Non. Voilà. Donc il faut avancer malgré ces polémiques, mais enfin sans en rajouter. Parce que je pense que nos jeunesses, elles ont besoin qu'on bâtisse des projets et qu'on avance. Quant à l'Algérie, je sais pouvoir compter sur l'amitié et l'engagement du président Tebboune. Nous avançons là aussi. Il y a eu une polémique sur le retour en France d'une franco-algérienne depuis la Tunisie, avec aussi beaucoup de choses qui ont été racontées et discours en quelque sorte qui s'est construit. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont intérêt à ce que ce qu'on fait depuis des années maintenant avec l'Algérie ne réussisse pas. J'ai un message très simple. Je vais continuer. Ce n'est pas le premier coup de grisou. J'en ai déjà eu. Mais il faut continuer là aussi humblement, pragmatiquement. On a fait un énorme travail sur la mémoire, on va le continuer avec nos jeunesses. On a fait un très gros travail sur le plan économique et militaire. Pour la première fois depuis 1962, nous avons eu, en août dernier, Algérie, une réunion avec les deux présidents, les ministres de la Défense, les chefs d'état-major. Le chef d'état-major algérien est venu pour la première fois depuis 1962 à Paris. C'est des signes. Il y a une jeunesse qui veut, en France comme en Algérie, qu'on fasse davantage sur la culture, sur le sport, sur l'économie, qui veut des échanges universitaires renforcés, etc. C'est ça qu'on va... Et puis après, sur la question aussi des mobilités, j'ai souhaité qu'on avance. La ministre de l'Europe et des Affaires étrangères a confié une mission sur la question des visas pour qu'on ait une politique plus claire, plus forte, parce que je pense qu'il faut assumer un discours sur ces sujets-là de lutte contre l'immigration clandestine et de responsabilité, mais il ne faut pas que ça impacte les étudiants, les artistes, les familles qui ont leur destin partagé, donc on doit mieux s'organiser. On va avancer. La période n'est pas la meilleure, mais ça ne m'arrêtera pas. Merci à toutes et à tous. Nous arrivons au terme de cette conférence de presse. Merci beaucoup. Merci.